1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Les principes d'une novlangue. Suite. Mis à part la précision du sens, l'euphonie en novlangue dominait toute autre considération. Les règles de grammaire lui étaient toujours sacrifiées quand c'était nécessaire. Et c'était à juste titre, puisque ce que l'on voulait obtenir, surtout pour des fins politiques, c'était des mots abrégés et courts, d'un sens précis, qui pouvaient être rapidement prononcés et éveiller le minimum d'écho dans l'esprit de celui qui parlait. Les mots du vocabulaire B gagnaient même en force du fait qu'ils étaient presque tous semblables. Presque invariablement, ces mots bien-pensants, minipax, proléalim, crime-sexe, joie-can, anxoc, ventre-sang, pensée-pol, étaient des mots de 2 ou 3 syllabes dont l'accentuation était également répartie de la première à la dernière syllabe. Leur emploi entraînait une élocution volubile, à la fois martelée et monotone. C'était exactement à quoi l'on visait. Le but était de rendre l'élocution autant que possible indépendante de la conscience, spécialement l'élocution traitant de sujets qui ne seraient pas idéologiquement neutres. Pour la vie de tous les jours, il était évidemment nécessaire, du moins quelquefois, de réfléchir avant de parler. Mais un membre du parti appelé à émettre un jugement politique ou éthique devait être capable de répandre des opinions correctes aussi automatiquement qu'une mitrailleuse sème des balles. Son éducation lui en donnait l'aptitude. Le langage lui fournissait un instrument grâce auquel il était presque impossible de se tromper, et la texture des mots, avec leur son rauque et une certaine laideur volontaire, en accord avec l'esprit de Langsoc, aidait encore davantage à cet automatisme. Le fait que le choix des mots fût très restreint y aidait aussi. Comparé au nôtre, le vocabulaire novlangue était minuscule. On imaginait constamment de nouveaux moyens de le réduire. Il différait en vérité de presque tous les autres en ceci qu'il s'appauvrissait chaque année au lieu de s'enrichir. Chaque réduction était un gain, puisque moins le choix était étendu, moindre est la tentation de réfléchir. Enfin, on espérait faire sortir du larynx le langage articulé, sans mettre d'aucune façon en jeu les centres les plus élevés du cerveau. Ce but était franchement admis dans le novlangue, canelangue, qui signifie faire coin-coin comme un canard. Le mot canelangue, comme d'autres mots divers du vocabulaire B, avait un double sens. Pourvu que les opinions émises en canelangue furent orthodoxes, il ne contenait qu'un compliment. Et lorsque le Times parlait d'un membre du parti comme un double plus bon canelangue, il lui adressait un compliment chaleureux qui avait son poids. Vocabulaire C. Le vocabulaire C, ajouté aux deux autres, consistait entièrement en termes scientifiques et techniques. Ces termes ressemblaient aux termes scientifiques en usage aujourd'hui et étaient formés avec les mêmes racines, mais on prenait soin, comme d'habitude, de les définir avec précision et de les débarrasser des significations indésirables. Ils suivaient les mêmes règles grammaticales que les mots des deux autres vocabulaires. Très peu de mots du vocabulaire C étaient courants dans le langage journalier ou le langage politique. Les travailleurs ou techniciens pouvaient trouver tous les mots dont ils avaient besoin dans la liste consacrée à leur propre spécialité. Mais ils avaient rarement plus qu'une connaissance superficielle, des mots qui appartenaient aux autres listes. Il y avait peu de mots communs à toutes les listes et il n'existait pas, indépendamment des branches particulières de la science, de vocabulaire exprimant la fonction de la science comme une habitude de l'esprit ou une méthode de pensée. Il n'existait pas, en vérité, de mots pour exprimer science, toute signification de ce mot étant déjà suffisamment englobée par le mot Angsoc. On voit par ce qui précède qu'en novlangue, l'expression des opinions non orthodoxes était presque impossible, au-dessus d'un niveau très bas. On pouvait naturellement émettre des hérésies grossières, des sortes de blasphèmes. Il était possible, par exemple, de dire « Big Brother est un bon ».
Mais cette constatation, qui pour une oreille orthodoxe n'exprimait qu'une absurdité évidente par elle-même, n'aurait pu être soutenue par une argumentation raisonnée, car les mots nécessaires manquaient. Les idées contre Langsoc ne pouvaient être conservées que sous une forme vague, inexprimable en mots, et ne pouvaient être nommées qu'en termes très généraux, qui formaient bloc et condamnaient des groupes entiers d'hérésies, sans pour cela les définir. On ne pouvait, en fait, se servir d'une novlangue dans un but non orthodoxe que par une traduction inexacte des mots novlangue en ancilangue. Par exemple, la phrase « tous les hommes sont égaux » était correcte en novlangue, mais dans la même proportion que la phrase « tous les hommes sont roux » serait possible en ancilangue. Elle ne contenait pas d'erreur grammaticale, mais exprimait une erreur palpable, à savoir que tous les hommes seraient égaux en taille, en poids et en force. En 1984, quand l'ancilangue était encore un mode normal d'expression, le danger théorique existait qu'en employant des mots novlangues, on pût se souvenir de leur sens primitif. En pratique, il n'était pas difficile, en s'appuyant solidement sur la double pensée, d'éviter cette confusion. Toutefois, la possibilité même d'une telle erreur aurait disparu avant 2 générations. Une personne dont l'éducation aurait été faite en novlangue seulement ne saurait pas davantage que égal avait un moment eu le sens secondaire de politiquement égal ou que libre avait un moment signifié libre politiquement, que par exemple une personne qui n'aurait jamais entendu parler d'échec ne connaîtrait le sens spécial attaché à Rennes et à Tours. Il y aurait beaucoup de crimes et d'erreurs qui seraient hors de son pouvoir de commettre, simplement parce qu'ils n'avaient pas de nom, et étaient par conséquent inimaginables. Et l'on pouvait prévoir qu'avec le temps, les caractéristiques spéciales d'une novlangue deviendraient de plus en plus prononcées, car le nombre des mots diminuerait de plus en plus, le sens serait de plus en plus rigide, et la possibilité d'une impropriété de terme diminuerait constamment. L'ancilangue aurait une fois pour toutes été supplantée, le dernier lien avec le passé serait tranché, l'histoire était réécrite, mais des fragments de la littérature du passé survivraient çà et là, imparfaitement censurés, et aussi longtemps que l'on gardait l'ancilangue, il était possible de les lire. Mais de tels fragments, même si par hasard ils survivaient, seraient plus tard inintelligibles et intraduisibles. Il était impossible de traduire en novlangue aucun passage de l'ancilangue, à moins qu'il ne se référât soit à un processus technique, soit à une très simple action de tous les jours, ou qu'il ne fût déjà de tendance orthodoxe, bien pensant, par exemple, était destiné à passer tel quel de l'ancilangue aux novlangues. En pratique, cela signifiait qu'aucun livre écrit avant 1960 environ ne pouvait être entièrement traduit. On ne pouvait faire subir à la littérature pré-révolutionnaire qu'une traduction idéologique, c'est-à-dire en changer le sens autant que la langue. Prenons comme exemple un passage bien connu de la Déclaration de l'Indépendance. Nous tenons pour naturellement évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes naissent égaux. Ils reçoivent du Créateur certains droits inaliénables, parmi lesquels sont le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la recherche du bonheur. Pour préserver ces droits, des gouvernements sont constitués qui tiennent leur pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu'une forme de gouvernement s'oppose à ces fins, le peuple a le droit de changer ce gouvernement ou de l'abolir et d'en instituer un nouveau. Il aurait été absolument impossible de rendre ce passage en novlangue tout en conservant le sens originel. Pour arriver aussi près que possible de ce sens, il faudrait embrasser tout le passage d'un seul mot, crime pensé. Une traduction complète ne pourrait être qu'une traduction d'idées dans laquelle les mots de Jefferson seraient changés en un panégyrique du gouvernement absolu. Une grande partie de la littérature du passé était en vérité déjà transformée dans ce sens. Des considérations de prestige rendirent désirable de conserver la mémoire de certaines figures historiques tout en ralliant leurs œuvres à la philosophie de Langsoc. On était en train de traduire divers auteurs comme Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens et d'autres. Quand ce travail serait achevé, leurs écrits originaux et tout ce qui survivait de la littérature du passé serait détruit.
Ces traductions exigeaient un travail lent et difficile, et on pensait qu'elles ne seraient pas terminées avant la première ou la seconde décennie du XXIe siècle. Il y avait aussi un nombre important de livres uniquement utilitaires, indispensables manuels techniques et autres, qui devaient subir le même sort. C'était principalement pour laisser à ce travail de traduction, qui devait être préliminaire, le temps de se faire, que l'adoption définitive d'une novlangue avait été fixée à cette date si tardive, 2050.